Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle table ronde avec la team des Manifestors. J'accueille Mélinda, Julie et Fanny autour de cette table ronde pour parler de ce type qui représente quand même moins de 10% de la population. Les filles, je vais vous inviter à vous présenter. Donc, bah, votre prénom, si vous avez envie de nous dire ce que vous faites dans la vie, voilà, sentez-vous libre. Et puis surtout aussi, ben, quelle est votre autorité et votre profil, si vous souhaitez nous la partager, si vous la connaissez en Human Design. Et voilà, je vous laisse la parole. Et alors, je m'appelle Fanny, j'ai 35 ans aujourd'hui, c'est mon Ah, anniversaire. joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Anniversaire. Donc, je suis manifestor 5-1, autorité splénique. Ok. Je suis salariée dans les ressources humaines. Là, je suis en train de changer de vie parce que je vis à Bordeaux et donc je déménage à Nice la semaine prochaine. Ok. Et à côté, j'ai une activité secondaire dans le Human Design et dans le Breathwork. Voilà, je suis mariée, j'ai un chien. Trop bien. Voilà ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Je vais enchaîner puisque moi aussi je suis manifestor 5-1 autorité splénique. Alors moi c'est Julie, j'ai 38 ans et puis j'ai passé une très bonne partie de ma vie en Allemagne pendant 16 ans à peu près. Et puis je viens de rentrer en France où j'ai commencé mon activité indépendante en tant que prof de langue, coach en langue. Voilà, donc j'enseigne principalement l'allemand, l'espagnol, le français langue étrangère aussi, et puis bientôt l'anglais, mais pas. Voilà. Euh, oui, je vis avec ma sœur actuellement. Je n'ai ni mari ni enfant et j'en suis très heureuse comme ça. Voilà. Parfait. Merci. Ok, à mon tour, du coup, je m'appelle Mélinda, j'ai 38 ans, je suis à mon compte depuis 1 an et demi maintenant, je suis thérapeute holistique, je fais des soins énergétiques, je travaille sur les blocages émotionnels et physiques et je suis coach HD depuis peu aussi, et je suis manifesteur 4-1 autorité splénique. Ok, donc il y a quand même du un dans tous vos profils. Et puis il y a tous des autorités spléniques, un truc de malade. Ok, super intéressant. Alors, ma prochaine question, c'est par rapport au Human Design, quand vous avez découvert que vous étiez manifestor, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Est-ce que vous vous êtes instantanément reconnu? Est-ce que, au contraire, ça a créé une friction? Est-ce que vous l'avez bien accueilli? Comment ça s'est passé? Moi, ça a été un choc. Alors, un choc, mais dans le bon sens, dans le «Ah, ok, c'est normal en fait que je sois un peu différente et que j'ai des réactions un peu bizarres par rapport aux autres. Enfin, bizarres par rapport à la majorité des gens, on va dire. Voilà. Mais Quand ça a tu été dis bizarre, c'est dans quel sens? qu'on me comprenait pas toujours et qu'on me disait «Mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais ça?» Enfin, voilà. Hmm. Ok. Ouais, ben moi, pareil, enfin pas pareil, moi je me suis pas reconnue. Il y a un côté d'ego qui est hyper content parce que tu dis, ouais, je fais partie que de 8% de la population et après on t'explique le profil et tu fais genre, vous vous êtes trompé, je pense. Je vais re-regarder ma date de naissance et mon heure de naissance. Donc non, non, c'était bien manifestor. Malgré tout, il y avait quand même des choses qui me parlaient beaucoup parce que ben, tout ce qui était leader, cheval sauvage, moi je le voyais pas parce que bah, le pendant en fait du manifestor fait que j'ai essayé de rentrer dans les cases toute ma vie. Donc j'avais qu'une envie, c'était d'être la petite fille sage. Donc quand on m'a dit mais toi t'es faite pour l'idée, pour initier, etc. Je me disais mais pas du tout. Mais parce qu'en fait je l'ai éteint moi-même Hmm. et donc je l'ai pas hyper bien vécu au début. Mais quand on m'a dit ben l'aura des manifestors, la manière de réagir, etc. Là j'ai commencé à vraiment me dire euh, Fanny, si t'es honnête avec toi-même, tu sais que tu l'es. C'est juste que tu as été énormément conditionné, que tu t'es conditionné toi-même et qu'il faut que tu te retrouves. Et j'ai fait ma première analyse, je pense, il y a 2 ans et demi. Et je suis encore en train de découvrir. Et donc, quand je croise des manifestors, j'adore discuter avec elles pour me dire, est-ce que ça c'est plus manifestor ou est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est par exemple un centre ou autre chose? Mais je me retrouve dans plein de manifestors. À chaque fois qu'on parle ensemble, je me dis, waouh, je suis entre guillemets normale. Tout Ouais. ça est justifié. Ok, hyper intéressant. Moi, c'était un peu comme Fanny. J'ai mis beaucoup de temps avant
de me reconnaître dedans. Et d'ailleurs, j'ai mis à peu près 1 an, je dirais, à vraiment accepter, entre guillemets, que j'étais manifesteur et que j'avais des traits du manifesteur parce que j'ai une aura plutôt, je dirais, enveloppante. Donc, je me voyais plus dans le générateur. Je vais facilement vers les gens. Je suis très ouverte, etc. Donc, j'avais pas du tout voilà, cette aura repoussante qu'on peut avoir. Par contre, tout ce qui touche au splénique, oui. Donc, cette intuition vraiment profonde de prendre des décisions à une rapidité folle, ça, oui. Et d'ailleurs, ça déroute pas mal dans mon entourage. Par contre, voilà, tout ce qui touche au côté leader, au côté j'y vais, j'initie, j'engage quelque chose, pas du tout. Et je suis encore en train d'apprendre voilà, à jongler avec ça. Mm. Mais ça a été un choc, ouais. Je l'ai repoussé en bloc, d'ailleurs, pendant un sacré bout de temps, en me disant non, ça c'est pas moi, c'est pas possible, j'y crois pas, j'ai pas envie de regarder là-dedans, ça doit être un truc perché encore. Et puis finalement, de temps en temps, je relisais des petits passages, j'en parlais avec des amis, et puis au fur et à mesure, oui, effectivement, plus on se concentre sur soi et plus on observe aussi. Et au quotidien, c'est oui, il y a des signes forcément. Et plus Mm. on s'autorise aussi, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plein de choses enfin moi comme moi je ne m'autorisais pas, et Mhm. en me disant tu es manifesteur et ça fait partie de toi, Mhm. je me disais ah ok ben on va essayer, Mhm. testons, on va voir. Ouais. Mhm. Mm. Mes colères, je ne sais pas si ça a été votre cas aussi. J'ai une colère qui est très, je dirais, interne. Euh, Sourde, ouais. et voilà, je vais tout encaisser, mais je vais pas exploser. Donc je me disais non, mais moi je me mets jamais en colère, etc. C'est pas possible. Voilà. Donc il y avait Mm. ce côté-là aussi un peu, je dirais, rebelle que j'ai du mal à trouver encore aujourd'hui. Mm. Ok, ouais, on va y revenir sur la colère et sur votre signature émotionnelle de la paix pour voir comment vous l'interprétez, comment vous le définissez et comment vous le vivez. Euh, Merci en tout cas pour déjà ces partages hyper intéressants. Et en fait, quel a été pour vous le plus gros déclic ou en tout cas la chose où vous vous êtes dit, ouais, là je me reconnais instantanément par rapport à ça. Quel est l'aspect qui a été le plus parlant pour vous au début quand vous avez découvert que vous étiez manifestor? Alors moi personnellement, c'est l'aura repoussante. Ah ouais, ok. Pareil. Ah mais vraiment, et moi c'est même physique. Enfin, il y a vraiment un truc, et on me l'a fait remarquer. J'étais en formation sur un canapé et on était trois et en fait j'étais au milieu et physiquement, genre les gens n'étaient pas collés à moi. Hmm. Et vraiment un truc et en fait face à moi il y avait deux personnes qui me regardaient et à qui j'avais parlé du human design et du manifesteur. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit, Mel, en fait même physiquement, t'as une protection, en fait, t'as un bouclier. Mais c'est ouf. Et en fait, j'ai fait plein de liens par rapport Waouh. à la jeunesse et tout ça. Et ça a été genre, waouh, ok. Mais c'est fou parce que la mécanique de votre aura, à la fois, on peut soit être complètement attiré, soit au contraire, on va prendre nos distances. J'en parle parce que Melinda, on est dans la même ville, on se connaît. J'avais fait un atelier une fois dans un coworking et tout de suite, en fait, je me souviens que mon regard s'est posé sur Melinda et je me suis dit, cette meuf-là dans la salle, c'est avec elle que je vais lier de l'amitié ou que je vais devenir, en tout cas, pote et tout ça. Et moi, j'ai des trucs comme ça où il y a plein de monde dans la salle et tout de suite, je vais me focaliser sur une personne. Et là, c'était Melinda. Donc, comme quoi, oui, c'est tout ou rien, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, moi, ça fait complètement écho. C'est une des premières choses qui a été facile pour moi, où je me suis dit quand même, parce que pendant très très longtemps, même depuis jeune, on me dit quand tu rentres dans une pièce, t'es intimidante, t'es snob, limite tu prends les gens de haut. En tout cas, tu mets vraiment t'es froide. Enfin, tu vois, tu mets vraiment cette distance. On n'est pas forcément à l'aise pour venir vers toi, alors qu'il y en a d'autres qui vont vraiment très naturellement venir. Et moi aussi, en fait, je le ressens, cette espèce de bouclier que je mets quand j'ai pas envie de parler à quelqu'un. Là, on peut pas se louper. Si je n'ai pas envie de parler à quelqu'un, la personne ne viendra pas, ou alors vraiment elle est aveugle. Mais vraiment, c'est l'aura, le premier truc où je me suis dit, ok, oui, effectivement, ça par contre, ça correspond. Et par contre aussi un peu le truc de je fais ce que je veux quand je veux. Mes parents me l'ont rappelé il y a pas longtemps et ils me disaient, mais toi, en fait, on te donnait un cadre. Donc tu es toujours resté dans le cadre. Par contre, tu pouvais nous dire, tu passes une soirée tranquille et 3 minutes après dire, bon, ben en fait, je sors. Et vous inquiétez pas, je rentrerai à 11 heures comme vous m'avez dit. Et c'était le cas.
Alors moi, ça a été différent puisque j'ai pas, j'ai pas l'impression d'avoir cette aura repoussante. En tout cas, je m'en rends compte maintenant avec du recul que oui, je vais mettre de la distance. Et puis, quand on va rentrer dans une pièce aussi, j'essaie d'observer comment sont les regards, comment fonctionnent les personnes. Par contre, moi, ça a été vraiment ce besoin de paix. Donc, on me fiche vraiment la paix. Et c'est à chaque fois la réponse que j'avais, mais fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas être en connexion avec tout le monde tout le temps. Cette rapidité ouais, de changement de décision aussi, mais moins. Alors, j'ai eu un père très autoritaire, ou j'ai un père très autoritaire. Donc, en étant petite, j'avais toujours enfin, il y avait toujours du contrôle sur moi, donc j'ai pas pu justement naviguer dans ce cadre. Mais on m'imposait souvent de rentrer à telle heure, de faire ci, de faire ça, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Donc je dirais plutôt ce besoin d'être toute seule et de faire ce que je veux dans ma chambre. Donc j'avais souvent la chambre fermée à clé, laissez-moi en paix, tranquille, quoi. Ouais. Mm. Hmm. Ok. Et du coup, ça va me faire rebondir sur votre stratégie, donc qui est certes initiée, mais pas que. C'est aussi d'informer. Je crois que c'est une partie quand même importante à prendre en compte dans votre design, parce que souvent on a tendance un peu à le zapper. Comment ça se manifeste pour vous? Est-ce que c'est facile pour vous d'informer? Alors, je précise pour les auditeurs que pour des manifestants, informer, ça ne veut absolument pas dire de demander la permission. Ça veut dire de surtout éviter les interruptions, justement, qu'on rentre dans votre bulle. Et puis aussi, s'il y a des gens qui sont impactés par vos décisions, qu'ils soient informés sans pour autant que vous leur demandiez leur avis. Comment ça se passe déjà à ce niveau-là? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est assez naturel d'informer? Est-ce qu'en retour, vous aussi, vous aimez être informé sur des choses? Parce que j'ai déjà rencontré des manifestants où il y avait cette dynamique dans les deux sens. Comment vous vivez tout ça? Informé, moi ça a été. Alors je pense que quand même, malgré tout, quand on est enfant, on est profondément connecté à soi et qu'on le fait assez naturellement. Pour le coup, la problématique a été que quand on est enfant, les parents ne nous laissent pas informer. On informe et après on nous dit oui ou non. Et souvent, quand on est manifesteur, on a envie de faire des choses peut-être qui sortent du cadre et du coup beaucoup de fois ça a été bah soit non, soit on me donne des conseils derrière que j'ai pas envie d'entendre. Par exemple, on va informer, ben je vais me lancer dans une activité, ouais mais fais attention machin. Et en fait avec le temps je me suis rendu compte que j'ai arrêté d'informer parce que n'acceptais pas ces retours non désirés. Et en fait c'était pire encore parce que les personnes qui sont impactées qu'elles n'informent pas sont déjà ils sont pris au dépourvu, ils le vivent mal. Il y a certaines personnes qui le prennent mal. Donc je recommence à remettre du focus dessus depuis le human design parce que je sais que c'est extrêmement important et que moi personnellement c'est extrêmement important que je sois informée de ce Hmm. que font les gens autour de moi. Même si je suis pas impactée, j'aime savoir quand mon chéri il fait quelque chose ou il va faire quelque chose, vers quelle heure il va rentrer, par exemple. J'aime bien être informée de ça, de ce qui se passe dans la vie de mes amis. Quand je ne suis pas informée, je peux me vexer. Ok. Et à l'inverse, moi, j'ai arrêté d'informer parce que soit j'avais l'impression que les gens n'en avaient rien à faire, soit ils me donnaient des conseils que j'avais pas envie d'entendre, soit voilà, chacun avait son avis et j'étais là genre mais en fait je te dis pas ça pour ça, je te dis juste ça pour te dire. Et comme t'es pas capable de le recevoir, aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc, je retravaille. C'est un gros morceau pour moi de retravailler à informer les personnes autour de moi. Un peu pareil pour moi, j'avais arrêté ça parce que j'avais pas envie qu'on me dise bah non, bah tu vas faire quoi, tu vas où, tu fais. Enfin, j'avais juste envie de faire ma vie, sauf que c'était pire, un peu comme Fanny. C'est-à-dire que les gens, bah, ils comprenaient pas et du coup, ils me posaient encore plus de questions. Par exemple, je partais d'une soirée parce que en fait, j'en avais marre et je partais et tout le monde m'appelait, mais t'es où, mais tu fais quoi? Oui, effectivement, j'avais pas donné l'info que je partais, mais vu que c'était un peu le, voilà, c'est ça y est. En fait, je suis un peu on-off, je pense, c'est mon autorité splénique ça. Mais en fait, là, j'ai plus envie, donc je me casse. Vraiment, la démarche. Et forcément, quand les autres sont pas au courant, ça peut provoquer des petites problématiques derrière. Donc, je recommence à le faire en mode, OK, je te donne l'info, ça va se passer comme ça, mais c'est tout. J'attends rien de toi. Je ne veux pas de oui, je ne veux pas de non, je ne veux pas de conseils. Je te dis juste, c'est comme ça pour moi et voilà. Ouais, mais clairement, pour te connaître, c'est vrai que je le vois beaucoup chez toi, le côté on-off, clairement. Ouais, vraiment. Ouais, très marqué.
Ouais. Alors, Et, ouais. de mon côté, j'ai longtemps vécu toute seule, donc je faisais ma vie. En Allemagne, c'est vrai que voilà, j'ai vécu pendant 16 ans toute seule dans un appartement, donc c'est vrai que j'avais pas ce besoin d'informer quiconque en fait, donc c'était plutôt au travail. Et ça, je le faisais de manière plutôt intuitive parce que je savais que j'avais besoin d'informer mes collègues, etc. Puis après, j'ai pris une position assez élevé, je dirais, dans la hiérarchie de l'école, plutôt un poste de direction. Donc, j'avais une mission aussi d'informer mes collègues. Par contre, là, depuis que je suis rentrée en France et que j'ai beaucoup plus d'interactions, j'ai du mal à informer parce que justement, j'ai des retours aussi et j'ai pas envie d'être influencée dans mes décisions. J'ai pas envie, voilà, qu'on me donne des conseils, mais j'ai pas envie non plus qu'on me dise ah mais t'es sûr, tu vas faire ci, mais c'est un peu dangereux, mais t'as pas les bases. Oui, mais en fait, non, laisse-moi faire ma vie. Je veux simplement t'expliquer que j'ai envie de faire ça et j'ai pas envie d'être influencée. Oui, mais on voudrait quand même passer le week-end ensemble, etc. Donc il y a toujours j'ai l'impression que ça nous éloigne de notre paix dont on a besoin aussi d'informer parce qu'on aura toujours un retour derrière qui sera positif ou négatif, peu importe, mais les personnes auront toujours quelque chose à dire dessus. Et en fait, c'est pas ça qu'on cherche en informant, c'est simplement de poser nos envies, nos besoins et après de faire notre vie, quoi. Donc, c'est bivalent, je trouve qu'on informe pour justement avoir la paix, mais de l'autre côté, on l'a pas forcément parce que ben, l'interlocuteur a quelque chose à redire derrière. Et pour revenir pour le fait d'être informé, oui, complètement. J'ai besoin d'être informé de tout. Sinon, j'arrive pas moi à me mouvoir dans ce que les autres font en fait. Donc essayer de m'adapter aussi entre guillemets si je peux aussi aller dans leur sens, j'y vais. Par contre, si j'ai pas l'information, là oui, je vais me mettre en colère. Par contre, ouais. Donc là, ça va provoquer chez moi quelque chose de tu me l'as pas dit, comment ça se fait, je sais pas ce que tu vas faire, je sais pas voilà, ce qui va se passer après. J'ai besoin d'être informée pour pouvoir moi prendre mes décisions ensuite et y aller quoi. Hmm. Pour Ouais. rebondir sur ce que vient de dire Julie, moi j'ai besoin d'être informée pas forcément pour m'adapter, mais plus pour justement retrouver l'indépendance de me dire ok, je sais où ils sont, donc moi, après je peux faire ma vie en fonction de bon bah je sais que là ils sont là à 15 heures et qu'ils vont rester jusqu'à 17 heures, donc moi je peux arriver dans cette tranche-là horaire, mais par contre je peux faire le reste du temps, mais par contre il faut penser à informer, et là c'est extrêmement compliqué parce que je vais informer d'un horaire et à tout moment je vais pas avoir envie de le tenir. Et donc là, Hmm. les gens sont saoulés, sont hyper saoulés. Et pour vous partager une anecdote, donc là, je vous ai dit que je partais à Nice, donc mon mari est déjà parti depuis un mois. Donc là, ça fait un mois que je vis seule. Mais c'est horrible de dire ça, je l'aime profondément, mais c'est un soulagement de pas avoir à informer tous les 4 matins de ce que je fais. J'ai plus besoin de dire, ah, je te préviens que je vais boire un verre avec tes collègues. Ah, je te préviens que je vais faire ci. Ah, je vais être en retard parce que je suis dans les embouteillages. Je fais ce que je veux. Et c'est Hmm. trop bien. Et là, je retrouve une paix intérieure. C'est un truc de ouf. Je retrouve, voilà, bah, mon indépendance. Donc, informer, c'est la stratégie, mais c'est pas tout le temps facile, effectivement. Je crois que je suis la seule à avoir un enfant ici. Oui. Ouais. On va en parler parce que oui, je sais que tu en as un et je trouve que c'est intéressant de savoir en tant que parent comment je vis enfin voilà, mon type de manifestor. Si tu veux nous en parler du coup maintenant, n'hésite pas. Très compliqué. L'arrivée de mon fils a été un chamboulement vraiment, vraiment, vraiment grand, hein. J'en voulais pas à la base et puis la vie a fait que j'en ai voulu un. Et quand j'ai découvert mon human design, en fait, forcément besoin d'indépendance, de paix. Ah ouais, bah, avec un enfant, c'est pas tous les jours facile. Hmm. Et ça prend. Enfin, moi, j'ai réussi du coup à un peu doser, de comprendre aussi que mon fils était générateur manifesteur. Ça m'a permis plein de choses, en fait, de lui laisser vachement plus de liberté aussi. Enfin, voilà, je sais qu'il a toute cette énergie, mais qu'il a envie de tester un truc et qu'il arrête et qu'il fait un autre truc et qu'en fait, c'est OK. Et j'ai vachement changé aussi grâce au Human Design par rapport à lui. Euh, Par contre, je prends aussi, bah voilà, je laisse mon fils parfois pour justement être seul.
parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, faut s'adapter. Mm. Manifester par an, pas évident. C'est vrai que c'est un challenge, hein, et c'est là que je trouve le human design hyper précieux quand on commence à le connaître parce que forcément c'est intéressant pour soi, mais c'est intéressant pour nos dynamiques relationnelles avec nos partenaires, nos enfants, notre famille, etc. Et même dans le professionnel, moi j'ai travaillé 2 ans et demi avec une manifestor qui est dans le human design, qui est, je pense, une des premières en tout cas à avoir parlé du human design sur le marché français à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et le fait qu'elle connaisse les dynamiques, moi projector, elle manifestor, elle avait beaucoup besoin d'être informée pour savoir, pour visualiser en fait ce qu'elle est censée, comment elle est censée s'organiser dans les tâches aussi, dans nos projets et avoir son indépendance là-dessus. Et à la fois, elle savait que moi j'avais besoin de reconnaissance, mais qu'il fallait que ce soit authentique et elle me l'apportait quand j'en avais besoin et je sentais que c'était pas fake. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de connaître tout ça parce que en plus Manifestor, il y a quand même 90% de la population qui fonctionne pas comme vous et pour votre type, mais aussi pour vos autorités spléniques. Donc ça rajoute une couche de rareté en mode ouais, il y a vraiment une personne, enfin 9 personnes sur 10 qui fonctionnent pas comme moi, quoi. C'est énorme. Et du coup, avec Fanny, t'es en couple. Oui. Comment ça se passe, lui? Il a quel type, ton chéri? Lui, il est générateur Ok. émotionnel. Donc pour moi, ça a été la tempête. C'est la tempête. Ouais. C'est une tempête qu'on comprend mieux avec le human design, mais forcément, c'est une tempête qu'on connaît quoi qu'il en soit dans notre famille, parce que j'ai fait le human design de toute ma famille et il y a 3 émotionnels et on est 2 non émotionnels. Donc Hmm. la gestion des émotions, c'est compliqué parce que effectivement, déjà en tant que manifestor, j'aime être seule avec moi-même, mais en plus, je me rends compte que quand je suis seule, je gère extrêmement bien mes émotions, qui sont pas si fortes que ça, parce qu'une fois que je les prends, bah, je les prends, je les gère, terminé. Par contre, avec mon chéri, donc on s'est rendu compte que quand même, j'avais des pics émotionnels, mais qui correspondaient forcément aux siennes. Donc ça, c'est complexe. Après, je sens ce truc de, comme il est générateur, l'énergie. Hmm. Je me branche à lui. Il me donne énormément d'énergie. Là, je me suis rendu compte depuis un mois que je suis seule que je sens vraiment beaucoup plus ces moments où il faut que je me repose parce que je suis à plat. Hmm. Alors que quand il est là, je me plug permanentement. Après, je suis vraiment à plat de chez à plat, mais voilà. Et après, lui, il est très flexible et il accepte beaucoup de choses que d'autres hommes, je pense, n'accepteraient pas de ma part. Je peux être très dure, je peux être très exigeante. Quand j'ai quelque chose à dire, je suis tranchée. Hum, j'ai besoin des moments où je suis seule. Ça, on apprend aussi à le faire parce que pour moi, c'était pas évident dans un couple d'avoir le droit de prendre des moments seuls. Hmm. Un couple, ça doit avoir envie d'être tout le temps ensemble. Des fois, j'avais envie de dire non, mais je prends une semaine de vacances toute seule en fait. Je l'ai Hmm. pas fait, mais je prenais des week-ends et on apprend à évoluer ensemble. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a envie d'évoluer et qui est à l'écoute. Donc c'est pas tous les jours facile, mais il est à l'écoute et il me laisse des temps seul. Encore faut-il que je l'informe que j'en ai besoin. Hmm. Et en fait, moi, je vais me faire passer en second très souvent parce que je vais penser à lui et je vais pas m'autoriser à prendre ces moments seuls et du coup, je vais devenir exécrable, je vais être en colère et ça va retomber sur lui alors que lui, si je lui avais dit à la base, bon, j'ai besoin juste d'une heure, là, je m'isole dans la chambre, laisse-moi tranquille ou alors je vais marcher toute seule, il m'aurait dit, bah vas-y, ok, Ouais. mais je le fais pas forcément. Ok. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu partages au niveau des émotions, parce que du coup, pour les auditeurs, forcément, quand on a une autorité splénique, c'est que le centre du spleen est activé et défini, et ça veut dire aussi que le plexus n'est pas défini, parce que si vous l'aviez, ce serait une autorité émotionnelle. Du coup, beaucoup plus perméable aux émotions environnantes. Comment est-ce que ça, vous le vivez? Moi, c'est une tempête, hein. Vraiment, là, je me rends compte vraiment en étant seule que je suis beaucoup plus calme. Enfin, mes émotions sont beaucoup moins fortes quand je suis seule. Je vis beaucoup mieux quand je vis une épreuve. Je le vis beaucoup mieux quand je suis seule que quand je suis avec quelqu'un qui est émotionnel.
Et je m'en rends de plus en plus compte et à la fin, ça me bouffait presque parce que je prenais les émotions comme si, avant que je me rende compte que c'est pas les miennes, enfin, faut tout mentaliser et des fois, on prend beaucoup de temps à ça. Et en fait, non, on se prend la tempête en pleine gueule. En plus, non seulement on les prend et en plus, on les amplifie. Et quand il s'agit de colère, parce que lui, il a beaucoup de colère et moi, en tant que manifesteur, j'ai beaucoup de colère, c'était une colère noire. Il y a des moments où ça a été vraiment difficile et il faut avoir vraiment cette intelligence émotionnelle et ce recul de dire, en fait, maintenant, il faut que je recule physiquement. Il faut que je Mm. m'éloigne de cette personne. Et ça me l'a fait dans des retraites, par exemple, où on est tous ensemble, on est une vingtaine. D'un seul coup, tu sens la vague émotionnelle qui monte. Et à un moment donné, j'ai dit, écoutez, il faut que je m'éloigne du groupe parce que j'étais en pleurs et j'arrivais plus à m'arrêter. J'ai fait 5 mètres, c'était fini. Ça, c'est extraordinaire. Ok. Moi, je pense que j'arrive à le gérer grâce à mon travail. Parce qu'en fait, quand je suis en séance, j'ai réussi, enfin, je mets un peu de temps, mais j'ai réussi à me protéger, entre guillemets, les émotions des gens que j'accompagne. En fait, je vais pas me mettre à pleurer avec eux. J'arrive à, voilà, prendre du recul là-dessus et je pense que du coup, ça m'a aidé aussi dans ma vie quotidienne. Même si, bah voilà, si mes amis pleurent, je vais certainement pleurer avec eux. Enfin, je suis très émotive. Même si je regarde un truc à la télé, voilà, je vais facilement pleurer. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. J'ai changé, il y a eu vraiment des évolutions dans ma vie. Et je pense que ouais, mon travail m'a quand même aidé là-dessus. Le fait Mm. de voilà, me dissocier, de faire ce travail de OK, j'accompagne la personne, elle a le droit de vivre ses émotions, par contre, moi, je les prends pas. C'est pas les miennes. Euh, Sauf cas particulier où je vais faire un protocole et en fait, bah, l'émotion, c'est moi qui la reprends fois 10. Mais je pense que là-dessus, ça m'a vachement aidé pour Ok. justement pas ressentir cette tempête tout le temps. Mm. Très bien. Alors moi, ça a été beaucoup mieux quand j'ai quitté mes parents qui sont tous les deux émotionnels. Une projecteur émotionnel et mon père est générateur émotionnel. À partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile pour moi, justement. Alors, quand je suis vraiment toute seule, c'est comme Fanny, c'est une vague, c'est plat, il n'y a rien. Et puis là, j'ai aujourd'hui de la chance d'être entourée par deux personnes qui sont sacrales et non émotionnelles. Donc, ça aide aussi, je pense, beaucoup au quotidien pour éviter justement ces vagues. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ça y est, j'ai perdu mon fil. Par contre, oui, quand je vais être en présence de personnes qui sont émotionnelles, là, je vais bloquer complètement. Et on va me dire, mais t'es froide, t'as aucun sentiment, tu sais pas ressentir, tu peux pas bloquer comme ça, c'est pas possible, donc je ferme. Et par contre, quand je vais me retrouver toute seule devant un film, lire un livre où il y a des émotions fortes, là, pareil, voilà, je vais laisser sortir. Par contre, dès qu'il y a la présence d'autres personnes, non, je ferme complet. Ouais. Et après, je vais me retirer et c'est là que je vais souffler, essayer de revenir vers moi, etc. Parce que bah, j'intériorise finalement cette colère, cette émotion forte, etc. Et une fois toute seule, ensuite, ouais, ça lâche. Oui. Ok. Trop, merci. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, de ce que vous connaissez de votre Human Design, quelle a été ou quelle est peut-être encore présentement la zone de déconditionnement la plus importante pour vous? Je sais, pour avoir parlé avec pas mal de manifestors, que en fait, l'enfance, elle est importante pour tout le monde, mais je trouve qu'elle est encore plus impactante pour les manifestors, selon que vous ayez eu cette liberté de pouvoir suivre vos élans, de faire ce que vous vouliez, ou au contraire, si on vous a mis dans des règles, dans un cadre rigide, il y a souvent la syndrome de la petite élève duquel il faut se défaire, etc. Et l'hyper-contrôle, j'en ai vu beaucoup. Comment vous vivez tout ça? Quelle est vraiment la zone la plus challengeante pour vous à déconditionner au niveau de ce que vous connaissez de votre design? Je dirais que c'est celle-là. C'est Ok. celle qui aurait été justement à. Donc, moi, j'ai été, voilà, je dirais bien conditionnée par mes parents j'ai eu une enfance très stricte. Hein. J'étais la première en plus, donc je pense que ça a encore plus d'impact quand on est le premier enfant. Donc, des règles très, très strictes à la maison. Beaucoup de non, beaucoup de je t'interdis, t'as pas le droit. Voilà, donc c'est dur aujourd'hui et je pense que c'est ça qui m'a choquée la première fois aussi quand on m'a appris que j'étais manifesteur en me disant mais j'ai pas le droit de m'autoriser en fait, j'ai pas le droit d'initier, j'ai pas le droit
faire entendre ma voix. Je dois rester petite, hein. J'ai du mal à participer encore à beaucoup de discussions, à dire ce que je pense, etc., à proposer des choses aussi, parce qu'il y a toujours cette petite voix qui me dit mais non, t'as pas le droit, ton avis est pas important, etc. Et j'attends souvent la réaction des autres pour savoir, ok, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et puis je prends du recul et je me dis, bah, en fait, j'ai pas besoin d'attendre la réponse. Si je ressens que il faut y aller, j'y vais. Donc ça vient, mais c'est la zone, pour moi, je dirais encore la plus complexe à déconditionner. Ok, merci. Ouais, bah, je vais rebondir sur ce que vient de dire Julie parce que moi c'est pareil, j'ai eu aussi une enfance qui était stricte avec des règles, un cadre à respecter, etc. Et quand on dit que le manifestor c'est le human design qui est le plus conditionnable, euh, clairement, j'ai grandi en générateur, hein. J'ai un père générateur, j'ai une mère qui est projecteur, mais qui est tout comme un générateur. Et donc, je me suis rentrée dans le moule et j'essaye. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma thérapie, une thérapie, parce que je vois un psy, mais il m'a dit, mais en fait, tu vas être aimé de tout le monde. Et Mm. quand je regarde mon design, je me dis, ah bah, Fanny, c'est loupé parce que c'est pas le manifestor, ça va pas le faire. Donc c'est vraiment ça, c'est de rentrer dans le moule, de faire plaisir, de s'adapter, de se suradapter. Moi, j'étais vraiment fière de dire, moi, je peux m'adapter à tout le monde, sauf que c'est pas ce que tu es censé faire entre guillemets. On n'est pas censé être quoi que ce soit, mais vraiment le syndrome de la bonne élève qui fait les bonnes choses, qui fait les bons choix, ne pas se tromper. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi de sortir des cases. Mm. Alors que quand tu lis le Human Design d'un Manifestor, on lit pour sortir des cases. Et aussi, ce qui est difficile, c'est de porter ma voix. Parce qu'on m'a souvent dit, dès qu'on me disait, enfin, tais-toi, c'est pas le moment de parler. Ou alors, ben, tu dis des choses qui sont, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça. Moi, je me suis renfermée direct. Mm. Et du coup, plutôt que de porter ma voix, c'est très difficile hein, de dire ce que je pense. Parce que je me dis en face, je vais provoquer quelque chose, je sais pas si je suis prête à le recevoir. Mm. Ça, oui, je l'ai beaucoup vu hein, chez des manifestants, c'est vrai. En fait, plus je discute avec eux, plus on est en détente et on va aller en profondeur, et plus je me rends compte qu'en fait, les manifestants, en général, ont des avis très tranchés sur plein de sujets, mais que même très polarisants parfois, mais qui n'osent pas s'exprimer. Alors que moi, je trouve que c'est hyper magnétique justement d'avoir ces discussions-là, et je me dis, waouh, enfin, il y a une intelligence en plus derrière les propos, et je me dis, mais en fait, entre l'image que je vois de la personne et ce que je discute avec elle, ça n'a rien à voir. On voit qu'il y a, Clairement. ouais. Clairement, quand le premier abord avec moi et quand on me connaît vraiment, alors déjà, est-il possible de me connaître vraiment? Je suis manifesteur 5-1. Les couches d'oignon, il y en a, il faut y aller. Mais quand plus je suis en détente, plus je vais oser dire des choses. Mais vraiment, avant d'arriver au cœur du sujet, au cœur de Fanny, où je vais vraiment être en ultra détente et dire, OK, en fait, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Je vais mettre des ronds, je vais mettre des chocobons, je vais mettre de la barbe à papa tout autour Hmm. avant de m'autoriser à dire non, mais en fait, moi, pour moi, c'est comme ça. Et parce que aussi, ben, ma mère m'a souvent dit, t'es intransigeante, t'es dure, t'es cassante. Et du coup, j'ai câblé que c'était pas bien. Donc, je me suis vraiment adaptée et j'ai dit, OK, ben, on va mettre du sucre un peu partout et puis on va arrêter de donner son avis, quoi, hein. Ouais, on va édulcorer les propos pour que ça passe mieux. Exactement. Hmm. Ça, je pense que je l'ai toujours un peu été. Et plus ça avance et plus c'est l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'à mon côté, justement, je veux la paix, j'ai pas envie de rentrer en conflit. Et du coup, si c'est pas très important pour moi de rentrer dans le débat, je vais pas le faire. Par contre, enfin, j'ai beaucoup été très tranchante. Même mes amis me disaient, enfin, j'ai fait pleurer mes amis en leur disant pour moi des vérités. Et des mois après, ils venaient me voir en me disant, en fait, t'avais raison. Enfin voilà. Mais ouais, c'était un peu mon côté un peu direct. Hmm. J'apaise un peu maintenant, du coup, parce que enfin, j'ai pas envie de me faire chier. Pardon. Non, mais dites les choses comme elles viennent. Mais vraiment, enfin, j'ai pas. En fait, ouais, c'est ça, en fait, c'est la paix, c'est-à-dire que bah, le débat, oui, c'est peut-être. Là, c'est intéressant, mais pour moi, ça m'apporte rien et j'ai pas envie de rentrer en conflit parce que les gens vont pas forcément être d'accord avec moi.
Du coup, je vais peut-être prendre du recul, mais pas parce que j'ai pas envie de parler ou de porter ma voix, mais plus parce que ça m'intéresse pas de rentrer dans ce débat. Tu choisis la paix. Exactement. Hmm. Je Ok. choisis mon combat aussi. Oui, ouais, hyper important. Ouais. Du coup, cette sensation de paix aussi, là, votre signature émotionnelle, quand vous êtes bien aligné, bien sûr, votre voix de manifestor, pour vous, ça se manifeste comment? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot paix? Moi, perso, je mets la joie, Ok. vraiment. Donc, quand tu es en joie, tu t'associes ça cette Ouais. sensation de paix. Ok. Et me sentir à ma place. En fait, quand je me sens en paix, je me sens en joie et je me sens à ma place, quoi. Hmm. Ok. Sens tout de suite l'alignement. Enfin, moi, quand je suis en paix, il y a y a tout qui relâche. Et c'est vraiment, là, je suis toute seule. Je peux, voilà. Alors souvent aussi être seule, avoir la paix, c'est aussi être seule. Voilà, éviter tout ce qui est conflit, etc. Et c'est vraiment, oh, il y a personne qui va me déranger. Je suis toute seule dans ma chambre, toute seule dans mon appart. Je peux faire ce que je veux. C'est Ouais, il y a un relâchement physique, je dirais, un alignement et un apaisement, je dirais, un apaisement intérieur, vraiment, même mental. Hmm. J'ai l'impression aussi que ça joue beaucoup au niveau du cerveau finalement. Mhm. Avec ce que tu me dis, il y a une chose qui m'est venue et je trouve que en fait, ça correspond peut-être bien au manifestor. C'est Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Parce que là, tu dis, ouais, besoin de débrancher, enfin, ouais, foutez-moi la paix, les choses comme ça. Enfin, l'environnement relationnel, du coup, il est hyper important pour vous, encore plus que peut-être les autres. Mm. Ouais, ouais. Moi, je rejoins Julie, je pense. J'allais dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles ou de difficultés, mais en fait, c'est faux parce que je les vis bien quand je suis seule. Je les vis pas bien quand je suis entourée avec des gens qui les vivent encore moins bien que moi, on va dire. Euh, je, quand je suis seule, j'ai l'impression vraiment de pouvoir tout vivre et de pouvoir tout prendre. Je vais prendre le choc et en fait, du moment où ça fait sens, où je suis relâchée, je suis alignée avec moi, où je m'écoute, en fait. En fait, je m'écoute, j'écoute mon splénique, j'écoute mon corps. Je me dis oui, non, et j'ai personne qui vient en interférence. Non, mais on devrait faire comme ça. Mais est-ce que t'as pensé à ça? Et je suis là, j'ai arrêté de me faire mentaliser. Genre, laissez-moi juste m'écouter et être, ouais, la joie, être seule. Je rejoins les filles. C'est exactement ça. C'est vraiment, enfin, il n'y a pas d'autre mot que la paix, mais c'est d'être relâché et de s'écouter soi, être Hmm. aligné avec soi-même. Super intéressant. Et du coup, ben, pour la colère, comment est-ce que ça se traduit chez vous? Est-ce que c'est une émotion qui vous a parlé quand vous avez découvert que c'était votre thème du non-soi? Et si vous souhaitez le partager, en fait, est-ce que vous avez identifié vos déclencheurs les plus communs, entre guillemets, qui vont venir, en fait, faire démarrer cette colère, qu'elle soit sourde ou complètement exprimée? Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Dès qu'on m'a parlé de colère, j'ai dit, OK, c'est bon, bah, on y est. Quand j'ai commencé ma thérapie, mon coach m'a dit, tu es rempli de colère, colère noire. Comment tu l'as fait sortir? Je la fais pas sortir. Enfin, si, des fois, je m'agace et je deviens agressive, je crie sur mon chéri, le pauvre, qui prend. Mon déclencheur, c'est quand quelqu'un essaye de me contrôler d'une manière ou d'une autre. Mm. Mais ça, c'est une colère, mais ça peut me faire péter un câble et pendant longtemps. Et j'ai des beaux-parents qui essayent de nous contrôler comme ils peuvent en manipulant, avec la douceur, avec la froideur, avec tout ce que tu veux. Mais je le sens au plus profond de moi, genre ça se contracte, c'est dans mon ventre et je me dis mais en fait je vais exploser, je peux devenir méchante. Voilà, c'est le contrôle. Quand on essaye de me contrôler, de me dire tu ne peux pas faire ça, il faut que tu fasses ça, non, ça passe pas. Tout à fait d'accord. Mais moi, avant, du coup, ma colère restait interne et en fait, je partais. Mais je partais parce que je savais que ça bouillonnait tellement que je pense que ça aurait été trop violent en fait. Je me cassais. Mm. Notre colère, elle est violente, hein. Vraiment, même en interne, elle est extrêmement violente, je trouve.
Du coup, Mélinda, c'est intéressant, je voulais rebondir parce que toi, tu es dans l'activité beaucoup bien-être énergétique et tout ça. Est-ce que tu as eu des croyances limitantes, genre je suis dans le bien-être, donc je dois être positive, je dois être calme, et du coup, la colère, tu vois, c'était pas la bienvenue. Comment tu l'as vécu, exprimé? Est-ce que c'était OK pour toi? Non, bah c'est OK parce que justement, je travaille sur la gestion, enfin, des blocages émotionnels et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose où en fait, je m'autorise à être en colère, mais c'est quand même, dans mon travail, c'est très rare que je me mette en colère. Donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai ce truc de, comment? Je vais la faire sortir comment expliquer? En allant danser. En fait, je trouve mes échappatoires. Donc, je vais Hmm. danser, je sais pas, je vais faire du paddle. Enfin, ça va beaucoup être du sport, mais notamment la danse, ça a été ma force en fait pour faire sortir ma colère. En fait, si je suis en colère ou quoi que ce soit, je vais danser et pouf, Tu mets du mouvement, ouais, ouais. je remets du mouvement exactement. Ouais. OK. Alors moi, la colère, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire sortir. Donc j'intériorise beaucoup. Ça vient petit à petit parce que justement, je sais que j'ai besoin de la faire sortir et d'exprimer ce qui est à l'intérieur. Pendant très longtemps, j'ai eu des douleurs au niveau de l'estomac. Donc je pense que j'enfermais tout en fait. J'osais pas dire ce que je pensais, etc. Donc tout ça, je prenais sur moi, je prenais sur moi. Et depuis peu, j'essaye justement d'exprimer, de faire sortir, de faire beaucoup de sport aussi. Ça me permet, voilà, comme Melinda, de faire sortir un peu tout ça. Et puis, non, ouais, c'est vraiment très, très intériorisé de mon côté. Et j'arrive pas encore réellement à la sentir. Alors, Hmm. on parlait du contrôle tout à l'heure. Donc, quand on essaie de me contrôler, là, voilà, je vais tout de suite le dire. Par contre, j'ai aussi, donc ça se fait beaucoup à l'école puisque bah, c'est un système quand même qui repose sur beaucoup de règles, etc. J'ai du mal quand on m'impose quelque chose, quand on m'impose une réunion où je vais me dire mais en fait j'ai absolument pas besoin de cette réunion-là. Mettre le contenu dans un email long comme ça me suffira. J'ai pas besoin de participer à la réunion parent-prof. J'ai pas besoin de faire ci, j'ai pas besoin de faire ça. Et en fait, je dirais, ces rendez-vous imposés que je n'ai pas choisi moi-même. J'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà. Donc, quand on essaye de remplir mon emploi du temps alors que je l'ai pas demandé, ouais, là, c'est très compliqué. Ça peut vite me faire partir. Mais Hmm. je vais rouspéter auprès des collègues et puis après, voilà, ça va pas aller plus loin puisque j'ai l'autorité ou la compétence d'aller voir mes supérieurs en leur disant, mais voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis sortie du système éducatif actuel parce que j'avais Hmm. du mal avec, voilà, il faut remplir les bulletins, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Ben non, en fait, c'est pas, enfin, pour moi, c'est différent. Donc, ouais. Je dirais oui, contrôle plus quand on nous impose des choses qu'on n'a pas forcément décidé nous-mêmes. Ouais. Ouais, globalement, il y a beaucoup ça qui ressort, ouais. Je vais rebondir sur deux choses, une pour Mélinda. Donc Fanny et Julie ont plutôt eu une enfance très cadrée avec des règles. Et toi, c'était comment du coup avec tes parents? Euh, Beaucoup de contrôle par ma mère. Mon père, je le voyais pas trop. Ok. J'étais un peu le... Fallait que je sois nickel à l'école. Fallait que... Enfin, ça, j'étais pareil comme Julie, la plus grande. J'avais mon petit frère derrière qui pouvait faire ce qu'il voulait, par contre. Hmm. Ça me mettait encore plus en colère. Mais je restais dans ma petite, voilà, petite fille modèle. Et par contre, j'ai eu ma rébellion, on va dire, euh, en terminale. Donc la pire année, enfin, il fallait que j'ai mon bac. Bref. Donc j'ai été un peu en rébellion de tout ça en terminale, ouais. Ok. Voilà, la petite fille modèle a eu son bac au rattrapage. Enfin, il y a eu vraiment une vraie rébellion. J'ai toujours eu des super moyennes et en fait, il y a un moment, j'ai dit fuck off et j'ai Hmm. envoyé tout. Et voilà. Ok. Un peu exprimé comme ça pour mon enfance.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Fanny aussi, je voulais te demander, toi qui es dans un cadre plutôt du coup salarial, comment ça se passe justement avec ce qu'on t'impose? Est-ce que tu as quand même une liberté, une indépendance dans ton poste actuel? Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours cherché des postes où il y avait une certaine indépendance. Donc là, par exemple, je suis dans un gros groupe actuellement. Je termine mon poste vendredi. Mais je suis la seule RH sur le site de Bordeaux. Donc j'ai vraiment cette indépendance de mettre mes réunions quand je veux, un peu faire ce que je veux quand je veux. Si on me met une réunion, par contre, il faut que ça fasse sens. C'est pas la peine que j'y aille. Je vais leur dire c'est pas la peine que je vienne. Vous vous débrouillez sans moi. Ok. Et ils le savent. Après, je le dis forcément toujours avec bienveillance, etc. Ou alors je dis bah tu me justifies la raison pour laquelle il faut que je sois là. Et là, en fait, j'ai choisi donc ben à un moment donné où, comme on disait, les manifestants on va très très vite. Donc très souvent, je m'embête dans les postes salariés parce que en 2 heures, je peux faire toute ma journée et ça laisse quand même beaucoup de temps. Voilà. D'où le fait que j'ai fait plein de formations à côté, que j'ai lancé mon activité en plus. Et là, j'ai fait le choix de donc rester dans le salariat pour le coup, mais de prendre un poste de responsable ressources humaines dans un hôtel où je serai bah, je vais faire partie du comité de direction, etc. Donc on est vraiment sur un poste à responsabilité avec une très grosse indépendance. Et il m'a toujours fallu dans mes postes, c'était un de mes critères quand je passais mes entretiens d'embauche. Je leur disais il me faut de l'indépendance. Et j'ai jamais, enfin le seul poste où il y avait du micromanagement, bah, à ce moment-là c'est vraiment parti en cacahuète où je rentrais en pleurant tous les soirs et je comprenais pas pourquoi. Avec le recul maintenant je comprends parce que c'était vraiment c'était trop de contrôle, c'était too much. Ça a duré 4 mois. J'ai mis fin à ma période d'essai. En 48 heures, j'étais partie. J'ai dit non, mais en fait, non. Ça va pas le faire. Mais par contre, moi, j'ai pas peur. Ça me va plus. Je change. Donc là, j'étais dans un poste. J'avais de l'indépendance. Par contre, la politique de l'entreprise et la vision de l'entreprise ne me convient plus. Moi, je Ouais. reste pas 2 ans. Hein. Ça fait 6 mois, ça me va plus. Bouf, j'ai trouvé autre chose. Ok. Voilà. Intéressant. Et du coup, je reviens un petit peu sur votre stratégie. On a parlé d'informer, je voudrais quand même parler d'initier. Vous êtes quand même l'un des seuls types qui est là pour initier sans demander la permission et tout ça. Alors, je sais qu'il y a un mot qui parle beaucoup aux manifestants, je ne sais pas si à vous il parle, mais c'est vraiment l'idée de suivre ces élans, des impulsions qu'on peut avoir comme ça. Quand vous avez appris votre type, déjà, est-ce que vous avez fait des ponts avec votre vécu jusqu'ici? Et aujourd'hui, comment vous vivez le fait de suivre vos élans? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est quelque chose vraiment, tu parlais de vitesse, je crois, c'est Julie ou Fanny, je sais plus, pardon. Et est-ce que ouais, c'est fulgurant, c'est comme ça, ou est-ce que ça prend un peu de temps? Surtout, vous avez une autorité splénique, donc j'imagine que c'est beaucoup dans l'instant présent. Voilà, comment vous vivez ça, le fait d'initier? Alors, pour initier, moi au début, je me disais, bah, j'initie rien parce que j'ai tendance à suivre. En fait, c'est complètement faux. Tous les projets qui se sont passés dans ma vie, c'est moi qui les ai initiés. Mais effectivement, quand, par exemple, on dit, bah, on est manifestor splénique, on me dit, mais en fait, il faut que tu sois indépendante. C'est Hmm. hyper important pour toi d'avoir ta propre entreprise. Sauf que moi, aujourd'hui, je le sens pas. Donc, donc je choisis le salariat avec les conditions qui me conviennent, mais voilà, je reste là-dedans. Mais par exemple, on est parti 2 ans en Australie avec mon chéri. C'est moi qui ai eu l'impulsion de dire j'ai envie de partir à l'étranger. Et ensuite, on a monté le projet ensemble. Quand on est rentré, j'ai pas attendu la permission pour retrouver un taf. Lui, il était à Bordeaux. Moi, j'ai trouvé à Toulouse. Je lui ai dit, ben, tant pis, je ferai les allers-retours. Ensuite, et c'est moi qui ai initié tout le temps mes changements de taf. Et là, dernièrement, je lui ai dit, bah, maintenant, j'ai envie de changer de région. Et c'est moi qui ai trouvé un taf à Nice. Donc, il y a vraiment ces impulsions, mais là, je le sentais depuis un moment où c'est plus fort que moi et je ne sais pas dire si c'est manifesteur ou si c'est splénique, mais je le ressens. Vraiment, le moment où il faut que ça bouge, c'est maintenant. C'est qu'après, je suis vraiment dans un mal-être si je ne le fais pas. Je le Ok. ressens vraiment. Ça faisait des semaines et des mois que je lui disais, j'ai plus envie d'être à Bordeaux. J'ai plus envie d'être à Bordeaux. Et voilà. Et donc il y a vraiment cette impulsion. Et j'en discutais du coup avec un autre manifestor qui est au-delà de l'impulsion qu'on appelle créatrice. Elle me dit, mais en fait, juste si t'es fatigué, repose-toi. À un moment donné, tu vas avoir l'impulsion même de faire tes tâches quotidiennes chiantes. Si tu attends l'impulsion, tu vas les faire en 3 quarts d'heure, alors que si tu te forces, tu vas les faire en 4 heures et en plus tu vas râler. Clairement. Du coup, je sais pas si c'est manifesteur ça ou pas, genre vraiment efficace.
Enfin, je ressens ça même quand je parle avec mes... Enfin, j'ai une copine qui est générateur, hein, qui a de l'énergie et tout ça. Mais quand je lui dis, bah c'est bon, je vais ranger mon dressing, je vais faire du tri, elle sait qu'en 1 heure, j'ai fini, quoi. Et même moins d'1 heure, mais je sais pas. Du coup, je me posais la question, est-ce que ça, c'est vraiment manifesteur ou c'est juste quand ils Mais vont... je trouve que derrière vos élans, vos impulsions, comme ça, il y a vraiment une puissance créatrice très forte au niveau énergétique. Et du coup, oui, ça fait sens que vous puissiez, enfin, les sprinteurs, quoi, vous puissiez faire quelque chose très rapidement et efficacement. Je vais vous Ouais. donner juste une anecdote. Donc, j'ai bossé en intérim là ce mois-ci parce que ma sécurité, voilà. Euh, et en fait, la nana de la région nous dit qu'on a une journée pour ranger la salle, pour compter les manuels. J'étais avec une autre nana, je ne sais pas si elle était manifesteur ou générateur manifesteur. En 2 heures, on avait fini, mais genre vraiment fini tout. Et on est allé dans l'autre salle où il y en avait deux autres. Ils avaient presque pas commencé. Enfin, c'était assez fou. Et on s'est regardé, mais à quel moment on passe une journée? Et en fait, après, on s'est emmerdé, en fait. On n'avait plus rien à faire. Hmm. Bah déjà, ouais, ouais. Je trouve que ce qui caractérise vraiment beaucoup les générateurs manifesteurs pour avoir eu deux parents de ce type et beaucoup de compagnons de ce type, c'est la vitesse. Donc, comme c'est une hybride entre générateur et manifesteur, forcément, je pense que la vitesse, elle vient beaucoup de votre type, à mon avis. Ok. Mm. Parce que Ici, vraiment, ouais. un manifesteur qui a un élan, c'est rapide, quoi, hein. Il faut suivre, hein. C'est tout de suite. Enfin, moi, je sais que je l'ai vu comment j'ai travaillé avec quelqu'un de manifesteur, faut que c'est maintenant, ça peut pas attendre, c'est là. C'est maintenant et c'est rapide, effectivement. Le manifesteur est sprinter, donc on va avoir vraiment ces impulsions où ça va durer. Par contre, comme je disais, moi, je peux faire une journée en 2 heures quand il y a des générateurs qui, au bout de 7 heures, disent qu'ils sont sous l'eau pendant que moi, j'ai déjà fini depuis 1 000 ans. Par contre, nous, on a fait nos 2 heures où on est à fond. Après, on se repose, alors que le générateur, lui, il est marathonien, donc lui, il peut tenir toute la journée. Exact. Ouais, mais c'est drôle parce que moi, je la vois pas à cette vitesse encore. Je la vois dans les prises de décision, comme disait Fanny. Donc, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est moi qui les ai initiées et il fallait que ça se passe aussi tout de suite. Si je décide, bah voilà, la décision d'aller en Allemagne, ça a été très rapide et je suis partie. Celle de revenir, ça a été aussi très rapide et je suis rentrée. Pour des voyages, pareil, etc. Pour des changements de poste également. Par contre, au quotidien, dans mon travail, je suis plutôt caractérisée de lente et je le sens. J'ai besoin de temps pour faire toutes les choses. Euh, et j'ai beaucoup de mal à me fixer, à me dire, bon, bah voilà, pendant 2 heures, je vais faire ça et puis j'y vais à fond. Alors que ma sœur, qui est manifesteur générateur, elle, voilà, ça, ah, mais t'es trop lente, mais c'est pas possible, t'as besoin d'autant de temps pour faire ça. Donc, au niveau de la rapidité, je la trouve, voilà, beaucoup plus rapide dans sa réalisation de tâches que ce que moi, je vais pouvoir l'être même pour des choses qui me plaisent finalement. Et par contre, pour tout ce qui est ménage, rangement de maison, etc., oui, je vais y aller avec euh, beaucoup de mal. Et là, l'élan, sincèrement, je ne l'ai jamais trouvé. Mais voilà, c'est des. Hmm. Ouais, pour la rapidité, donc ouais, c'est intéressant. Par contre, oui, prise de décision instantanée. Mhm. Ouais, du coup, oui, tu l'associes plutôt, ouais, à ton autorité splénique où là, ça va vite et tu suis, ouais. Mais au quotidien, pas forcément. Hmm. Par contre, moi, je te disais, il faut vraiment attendre l'impulsion. Parce que il y a des moments où je vais me forcer à faire des choses, ça va prendre du coup 1 000 ans parce que comme à la base j'avais pas trop envie, ça va être vraiment lent. Par contre, quand j'ai l'impulsion, là je vais être vraiment efficace. Et par contre, si je me lance dans un truc, il faut pas venir m'embêter au milieu. Hmm. D'où Genre l'importance si je suis d'informer. concentrée, si je suis concentrée, vous venez pas me faire chier. Voilà, c'est un peu le truc. Mais du coup, il faut informer parce que C'est ça. c'était cette semaine ou la semaine dernière, j'ai fait une lecture avec une manifestor qui gère un centre de bien-être avec plein de monde du coup. Et des fois, en fait, elle est dans de l'admin où elle va se concentrer sur des choses d'organisation et elle a besoin d'être tranquille. Sauf que vu qu'elle informe pas, ben il y a beaucoup de générateurs qui viennent l'interrompre. Et je lui dis, bah d'où l'importance d'informer pour ne pas être interrompu dans ton flow créatif, quoi. Ah ouais, ça me fait péter un câble quand on est à fond, que t'es concentré dans ton truc, machin. Fanny, je peux te déranger? Genre, pas maintenant, quoi. Pas maintenant.
Ouais, puis limite, les fois, t'as pas envie de répondre et la personne ne voit pas que c'est pas le moment. Tu C'est vois. ça. Ouais. Ok. Ouais, du coup, bah, tu parlais de ces impulsions. Du coup, il faut que tu attendes qu'elles soient là. Est-ce que vous arrivez à décrire un petit peu ce qui se passe quand... Est-ce que vous arrivez à déterminer le moment de... Ouais, là, j'ai l'impulsion et j'y vais. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est... Comment ça se passe? On peut le décrire déjà? Moi, je le ressens vraiment comme une espèce de... Le parallèle va être un peu bizarre, mais c'est un peu comme une urgence. C'est comme elle a envie d'aller faire pipi, quoi. Et moi, alors, ça peut monter progressivement. Par contre, il y a un moment où mon corps me dit, Fanny, il faut que tu te mettes en action parce que c'est maintenant. Et des Hmm. fois, je peux le laisser traîner un petit peu, mais il disparaît pas du tout. Alors après, si tu passes, par contre, c'est un peu comme quand t'as faim. Une fois que t'as passé, c'est trop tard, t'as plus faim. Bon, voilà, l'impulsion, elle est partie. Mais par exemple, je me souviens que j'avais envie de créer, je sais plus, un programme ou un truc comme ça. J'ai laissé vraiment, comment on dit, infuser. Je sentais le truc qui montait, qui montait. À un moment donné, je me suis mise à écrire. Ça a pris 1 heure et demie. J'ai écrit, j'en sais rien, 7, 8 pages. Mais c'était le moment de le faire maintenant. Et c'est vraiment une urgence interne que je sens. Et lève-toi et marche, quoi. Voilà. Hmm. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ok. m'est arrivé aussi une fois, justement, un projet pareil. Le projet, justement, d'indépendance. J'étais en voyage en Nouvelle-Zélande et au milieu de la nuit, je me réveille, j'arrive pas à m'endormir, ça tourne, ça tourne, ça tourne, j'arrive pas à m'endormir. Je me dis, mais il est 3 heures du matin, je vais quand même pas me lever. Ça m'était jamais arrivé. J'ai quand même pas me lever et puis finalement, je me suis levée et j'ai tout noté, tout noté, tout noté et c'est devenu ce que c'est maintenant dans une autre forme. Mais c'est là où je me suis dit, ok, quand tu as une idée, voilà. Alors moi, ça vient plus en idée, un, é- un éclairage, et je me dis, ok, là, je vais faire ça, là maintenant, j'ai envie de faire ça, et c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc, je vais peut-être moins le ressentir au niveau du corps. Ça sera plus pour des grosses, grosses décisions. Par exemple, une décision, une proposition de collaboration, un nouveau travail, peut-être une relation, une nouvelle, voilà. Mais au quotidien, c'est plus un plop dans la tête, une idée qui vient et c'est maintenant qu'il faut que ça se passe en fait. Voilà, dès que Hmm. l'idée arrive, c'est généralement le moment d'y aller en fait. Ouais. Ok, ouais, donc ça pop dans ton esprit et... Ouais, ok. Sans l'esprit, ouais, plus dans la tête. Mhm. Moi, c'est Hmm. exactement ça. C'est exactement ça. C'est le pop. Moi, ça pop. Et je vais pas dormir pareil. Par contre, je vais me lever à 5 heures. Pendant 1 heure et demie, je vais noter. Après, je me recouche si je peux. Et enfin, ouais, c'est un peu ça. Ça pop. C'est pareil. Hmm. Vraiment, ce truc-là, je dis, c'est vraiment ça. Petite bulle. C'est maintenant, par contre, généralement, quand j'ai ces phases-là, après, il y a un petit moment de oh, alors je l'ai fait, je l'ai créé, je le lancerai un peu plus tard par contre parce que je suis un peu fatiguée. Mais ouais, Hmm. J'ai déjà vu, ouais, chez toi, Melinda, que quand ça pop, bah, t'es déjà limite plus là avec nous, tu vois. C'est déjà dans son truc. Ça y est, je suis c'est ça, partie. c'est ça. Ouais, on va en parler aussi des phases de repos. Du coup, je vais encore continuer quelque chose sur l'initiation. Comment ça se passe pour vous de décrocher une fois que c'est initié? Parce que du coup, votre but, c'est pas d'être jusqu'au bout du projet. Comment ça se passe peut-être de déléguer, de lâcher prise et de passer à autre chose? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Il y a de l'hyper-contrôle? Comment c'est? C'est drôle parce que ça pop, il y a la création, il y a l'idée et ensuite ça fait boum. J'ai et je m'en veux aussi souvent. Je me dis, mais mince, j'ai une idée, j'ai envie de l'initier et ça peut être un jour, 2 jours, une semaine plus tard, j'ai plus du tout envie. Et du coup, je passe à autre chose. Je m'ennuie très très rapidement même dans mes propres idées. Et c'est vrai que c'est ce qui me fait aussi un peu peur au niveau de l'indépendance, c'est que est-ce que c'est pas une idée, voilà, que j'ai eue là maintenant, une envie d'être indépendante, de faire mon truc moi-même, mais je me rends compte que dans la création d'offres, j'adore les créer, mais après, j'ai plus envie de les pousser jusqu'au bout, donc c'est très compliqué. Pareil, au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être le symbole de l'objet brillant, on est attiré, voilà. Et puis après, ça, voilà, ça s'essouffle. Pareil, très compliqué au niveau des relations aussi.
Je sais pas, voilà, de votre côté, ce que ça a pu donner, mais ouais, il y a un essoufflement très très rapide. Et personnellement, je m'en veux beaucoup de pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et déléguer, oula, c'est un bien grand mot. J'ai la porte du contrôle deux fois dans mon HD, en soleil conscient et en, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je crois que c'est le nœud nord. Ah Voilà. oui, ok. Donc, elle est bien là. Donc, j'ai envie de, voilà, de tout avoir en main. Et c'est très compliqué de dire, voilà. Parce que finalement, ce que j'ai envie de, ou ce que j'aurais besoin de déléguer, si je le fais moi-même, j'irai deux fois plus vite. Et je vois pas pourquoi je le déléguerais, en fait, parce que je vais devoir attendre, je vais pas pouvoir continuer, et ça me stresse encore plus, quoi. Donc, non, déléguer, c'est, pour l'instant, j'ai du mal à le concevoir, ouais. Ouais, j'ai déjà beaucoup entendu ça chez les manifestants. Ben, en fait, le temps que j'explique quoi faire, j'aurais déjà eu le temps de le faire et du coup, je vois pas l'intérêt de déléguer. Ouais, bah pareil que Julie et pareil que Mélinda, ce que tu disais, c'est t'as l'idée, tu la crées, c'est le moment où je kiffe, c'est trop bien, tu mets sur papier, tu dis waouh, ça pourrait être génial. Ah, voilà. Et ben voilà, mon taf il est fait. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que mon taf il est fait maintenant. Il faut que je trouve un générateur ou un manifesting générateur pour prendre la suite. Donc, ce qui est bien, c'est que à la maison j'ai un générateur. On a comme projet de créer un projet à deux, et d'ailleurs, c'est toujours nos projets à deux qui ont toujours très bien fonctionné. Parce que lui, il a du mal à concrétiser, il a du mal à organiser, à voilà, avoir une vision claire. Ce que moi j'ai, clairement, quand je lance quelque chose. Par contre, moi, j'ai pas le marathon, quoi. Donc moi, ça s'essouffle. Hein. Je dis, oh, bah, maintenant que j'ai créé, bon, bah, je suis fatiguée. Et en plus, avec tout le conditionnement, j'ai peur d'être jugée, etc. Donc c'est très difficile de passer à l'action. Bah lui, il vient avec son énergie de générateur et il dit bah attends, bah moi je viens en soutien donc je récupère. Par contre, déléguer, oui, je vais lui faire faire des choses, mais je vais regarder si c'est fait comme moi j'ai envie que ce soit fait. Donc finalement, ben tu fais du contrôle derrière. C'est agréable ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on apprend à évoluer ensemble pour travailler, mais déléguer, je suis pas à l'aise. Mais exactement comme tu disais, Lolita, c'est en fait je vais t'expliquer, je vais te regarder le faire, ça va prendre 2 heures, je vais pouvoir aller plus vite, le faire à ma manière, ça sera mieux fait. Bref. Laisse tomber. Ouais, ok. Et toi, Mélinda? Bah, du coup, dans mon taf, j'ai du mal à donner du coup la suite à un générateur manifesteur, parce qu'en fait, c'est moi qui connais mes outils, c'est moi qui... Voilà, là, je suis en train de monter un programme très complet, et du coup, je vais essayer de le faire d'une sorte que ce soit toujours une création. C'est-à-dire que mon programme sera, euh, comment dire, le même pour tout le monde, enfin entre guillemets le même, mais il y aura toujours la création parce que ce sera tellement personnalisé que bah, ce sera toujours de la nouveauté pour moi. Et c'est ça qui va être super important parce que je me rends compte, j'ai créé un atelier, je peux le refaire 150 fois, mais en fait, à partir du moment où je l'ai fait 4 fois, ça me... Ok, un autre truc, vas-y, enfin voilà. Est-ce que les gens ont du mal à comprendre d'ailleurs? Euh, Ouais, il y a beaucoup ça, je trouve, chez les manifestants. Vous créez quelque chose et après, en fait, c'est une énergie sur un moment et ça y est, c'est passé et vous y revenez pas, en fait. Il n'y a pas ouais, le besoin de répéter. Non. c'est ça. Même la mise en application, quand j'ai fini ma formation de breathwork, j'ai fait 2, 3 événements. C'est vraiment pas énorme, hein. Sur du breathwork, on peut aller vraiment en profondeur, mais sous le même format. Ça m'a saoulée. J'ai dit, non mais ça, non mais c'est bon en fait. J'admire hein, les gens qui tiennent hein, dans la durée à faire la même chose, à être vraiment disciplinés. Moi, ça me saoule rapidement. Oui, puis j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment compatible avec une énergie qui est pas constante et qui est pas toujours fiable? Enfin, je crois que c'est pas du tout Non. voilà, c'est pas du tout le cas. Donc, ça, c'était aussi un gros déconditionnement pour moi en tant que projecteur de capter que, ouais, en fait, la constance, ce n'est pas le moule pour moi, tu vois. C'est clair. Et du Et coup, les par... phases, pardon, vas-y. Ah non, pardon. Et par contre, déléguer, là, je suis en train de me dire que, en fait, Instagram, ça me saoule.
et que j'ai envie de déléguer à quelqu'un qui c'est son taf en fait et j'ai rien, enfin je vais pas lui expliquer parce qu'en fait c'est lui qui va faire et je vais juste lui dire moi je veux ça ça ça. Et en fait c'est ton taf et t'es trop fort et du coup fais-le pour moi quoi. Hmm. Alors qu'avant ça aurait été plus compliqué. Ouais, donc Mais c'est bon. bien. Hmm. Mm. Et du coup, les phases de repos, parce que du coup, l'élan créatif, la puissance sur le moment, la vitesse, ok. Et comment ça se passe quand enfin, votre corps vous dit, là, c'est en phase de repos. Est-ce que vous le vivez bien ou est-ce que vous avez du mal et vous forcez? Ça se passe pas, moi je force. Ouais. Je force, bon déjà, malgré tout, je suis dans un taf salarié, donc le 8h, 18h, c'est affreux, c'est horrible. Voilà, je le vis très mal. Je rentre chez moi, je suis éclatée, clairement, parce qu'encore une fois, comme je disais, il y a des jours en plus où j'ai fini très tôt. On reste en France avec cette mentalité pourrie de dire on Hmm. fait du présentéisme. Dieu merci, j'ai un peu de télétravail, donc quand je suis en télétravail, c'est beaucoup plus agréable parce que je peux vraiment prendre des pauses, personne me voit entre guillemets. Et en plus après on rentre et on a une vie de famille, donc même si j'ai pas d'enfant, mais Linda, je sais pas comment tu fais pour gérer cette énergie parce que des fois je me rentre à la maison et je me dis mais j'ai mon chien à gérer et lui il me répond pas, donc je n'ai pas à m'engueuler avec lui. Mais je rentre et il faut s'occuper de la cuisine, de l'énergie de mon compagnon, de mon chien, etc. Donc moi, je ne respecte pas ces phases de repos en semaine et je termine la semaine sur les rotules. Clairement, je suis très souvent très fatiguée. Ok. C'est mon cas aussi à l'éducation nationale. Des journées 8h, 20h, 21h, corriger les copies, des fois 22h, j'étais épuisée, et vraiment épuisée. Et c'est ce qui m'a, je pense, mené à un semblant de burn-out là en novembre. J'avais même pas un temps complet. J'étais seulement contractuelle là en France, de septembre à novembre. Et en 4 mois, mon copain m'a dit, mais t'as fait une rechute, mais incroyable. Et là, c'est bon, j'ai pris la décision et je dis, c'est le moment de partir. Et depuis, je m'écoute. Je m'écoute vraiment. Et s'il y a des jours où je peux pas travailler parce que je n'ai pas l'énergie, je ne le fais pas. Et ça m'est arrivé d'annuler des cours en ligne justement parce que j'avais pas l'énergie de les faire à ce moment-là. Euh, et c'est beaucoup plus agréable et pour mon entourage aussi. Voilà, d'avoir au moins ces phases de repos quand je peux les prendre, ouais, effectivement. Mm. Hmm. Moi pour le coup je force plus du tout. C'est-à-dire que pareil je vais annuler. Il y a un vendredi soir j'étais vraiment fatiguée, chaos complet. J'avais un rendez-vous le samedi matin. J'ai envoyé un message même à 22h, enfin je m'en voulais vraiment. Et en fait, j'ai dit non, c'est pas OK samedi matin. En fait, j'aurais pas l'énergie, j'ai pas envie d'accompagner quelqu'un et que ce soit pas agréable ni pour lui ni pour moi. Donc non, je m'autorise maintenant à le faire, même si en tant qu'indépendante, forcément, voilà, faut se booster et tout ça. Je m'autorise et j'ai besoin de ça et je sais que je serai beaucoup plus efficace derrière si je prends du temps pour moi, si bah c'est ok. En fait, je vais à la plage parce que ce matin j'ai bien bossé et que j'ai besoin de me reposer. Voilà, donc pour moi Hmm. c'est ok. Je culpabilise vachement moins qu'avant. Et Ouais. le human design m'a amené ça, en fait. M'a amené à me dire, bah, en fait, c'est normal. T'es pas constante, t'es pas un générateur, t'as pas l'énergie pour, t'as des phases où t'es au top et t'as des phases où, bah non, ça va moins bien et puis c'est OK. Hmm. Ouais, c'est clair que, ouais. Même moi, pour, du coup, oui, le projecteur, ça a été le fait de me détacher, de me dire, ben, parce que j'annule, je me sentais pas fiable. Et en fait, je me dis, ben si, au contraire, je suis fiable parce que je sais que je suis pas dans une bonne énergie, que ma qualité de présence va pas être là, que je vais pas donner le meilleur de moi-même. Et du coup, parce que je respecte les autres et que je me respecte, je vais pas le faire. Et j'ai dû déconditionner ça. Et j'en ai parlé encore hier, tu vois, je rebondis sur ça, mais avec un générateur. Et du coup, pas du tout les mêmes visions en mode oui, mais les gens, on bloque un créneau, machin. Je suis là, bah ouais, mais bon, moi je fonctionne comme ça. Et au final, il n'y a jamais personne qui m'a dit non, mais t'abuses. Enfin, j'attire aussi des énergies qui comprennent ça. Et puis sinon, bah c'est pas grave. Voilà. Mm. Mais ouais, ça peut être difficile aussi, je sais pas, pour vous, je sais que tu fais des ateliers, Mélinda, de mettre une date, puis finalement se rendre compte qu'à la date venue, ben on est Mm. détaché de l'énergie du moment où on a créé ça, où on a planifié ça, et ça peut être dur aussi de le faire, je trouve. Ouais. Mais je trouve que, alors pour le coup,
si on parle de mes ateliers, l'univers est plutôt cool avec moi. C'est-à-dire que quand j'ai pas l'énergie, bah, il y a personne. Hmm. C'est vrai que ça arrive souvent, ça aussi, ouais. Ça arrive très souvent, ouais. Hmm. Je trouve ça génial d'avoir ce retour parce que moi, je l'acceptais pas du tout. Par exemple, tu vois, de le prendre comme ça, moi, s'il y avait pas assez de monde à mes ateliers breathwork ou quoi, j'allais le prendre vraiment personnellement plutôt que de me dire c'est un cadeau. Peut-être aussi de la vie qui dit bah Fanny t'es pas en état ou t'es trop fatiguée donc prends-le comme un cadeau. Moi je vais vraiment être encore donc bah tu vois ça va être aussi un point pour répondre à la question de tout à l'heure de déconditionnement, c'est d'arrêter de culpabiliser, de respecter son énergie sans dire c'est pas le fait que tu ne respectes pas les autres, c'est que tu te respectes toi-même donc tu vas juste décaler un rendez-vous. Mais on m'a tellement appris que non, on a pris des engagements, il faut les tenir. Si toi on annulait un rendez-vous, comment tu le prendrais? Et je me dis, bah, moi je gère. Enfin, la personne elle me dit qu'elle annule, elle annule. Mais j'ai encore du mal à le faire. Donc ça va être aussi un point de déconditionnement encore pour moi que j'ai pas encore fait. Hmm. Mais moi, ouais, j'ai perçu avec le temps que finalement, l'engagement, ok, bah, c'est dans mes valeurs, c'est pas dans mon top 3 des valeurs, mais en tout cas, c'est surtout l'engagement envers moi-même de respecter mon rythme et mon énergie, quoi. Mais d'ailleurs, bah, je vais terminer sur deux questions parce que voilà, on arrive gentiment au temps imparti. Euh, la peur du rejet, parce que je sais que parfois les manifestors peuvent interpréter bah, cette aura, comme on dit, qui peut être repoussante ou qu'on comprend pas forcément. En fait, c'est très énergétique, c'est pas personnel. Et ben, comment vous le vivez? Est-ce que c'est une blessure que vous avez, le rejet? Oh oui, Ok. énormément. On m'a déjà donné la semaine dernière un exemple et je l'avais entendu aussi dans un podcast donc de deux personnes manifestors. Un exemple tout bête hein, du quotidien quand ils vont au restaurant. Il y en a une qui m'a dit mais à chaque fois on oublie notre table en fait. Ou alors on est dans la file d'attente pour avoir une table et le serveur va passer sur les personnes devant moi, il va partir faire autre chose, il va revenir, en fait il va me zapper, il va passer à la personne derrière. Et c'est un petit exemple tout bête, mais je me dis, ben en fait, c'est peut-être aussi l'énergie, l'aura qui fait qu'on n'y va pas. Enfin, je sais pas, c'est... Ah oui, moi top un des blessures. Hein. Ok. Rejet, je vais interpréter tout et n'importe quoi comme du rejet. Ça va être le refus de venir à une invitation, enfin une invitation que je lance, quelqu'un refuse. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je n'ai rien lancé, de peur qu'il n'y ait personne. C'était Hmm. extrêmement dur. Quand j'ai lancé mes ateliers breathwork, c'était un stress permanent qui est du monde. Donc ah ouais, la blessure du rejet, elle est extrêmement présente. Hmm. Ok. Mm. Aussi pour les anniversaires pendant longtemps, en tant que je dirais plutôt ado, la vingtaine, début de la trentaine, voilà, c'était toujours, on n'informait pas, convenait pas, les étudiants, bah voilà, qui au dernier moment disent, ah bah finalement j'ai autre chose de prévu, etc. Que j'ai arrêté effectivement de ouais, d'organiser des anniversaires ou des retrouvailles, un pique-nique, ça pouvait être autre chose aussi, parce que justement, j'avais peur que les personnes ne viennent pas. Donc, je comprends complètement Fanny là-dessus. Et puis même au quotidien, ça va se transmettre par un regard, par voilà des passants des fois qui demandent des informations ou pour avoir de l'argent, etc., des mendiants, etc. Jamais j'ai été abordée. Pareil pour des tracts, etc. Mais ça, c'est drôle parce que moi, j'arrive à tracer mon chemin et les autres, ils vont à chaque fois se faire, voilà, se faire, je dirais, Alpaguer. et voilà, pour pouvoir avoir des tracts, mais j'ai jamais eu de problème. Et je peux passer juste à côté. J'ai déjà fait quelques tests l'année dernière justement pour tester cette aura. Et là, pour le coup, c'est agréable. Voilà, de pas se faire interpeller à droite, à gauche tout le temps. Voilà, mais sinon, c'est vrai que ouais, le rejet, on a envie de plaire à tout le monde, alors que finalement, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a envie que nos offres intéressent la majorité des personnes, alors qu'on sait très bien qu'au fond, ça ne sera pas le cas. Donc ouais, je dirais que c'est aussi un des plus gros points encore à travailler. Ouais. Et c'est aussi hyper dur parce que le manifestor, faut pas oublier que soit on nous adore, soit on nous déteste, mais genre pour aucune raison. Juste le fait de nous voir, il y a des personnes qui nous voient et qui ne peuvent pas nous piffrer.
Et pour des personnes qui ont peur du rejet et qui veulent être aimées de tout le monde, c'est extrêmement déstabilisant parce que dans ma belle famille, je sais que mes belles-sœurs ne me supportent pas et je ne leur ai jamais rien fait. Et en fait, ça s'est juste mis en place comme ça. Et encore une fois, pour quelqu'un qui essaye de tout faire rentrer dans les cases pour être aimé de tout le monde, à un moment donné, on se rend compte que non, en fait, il y a des gens qui t'aimeront pas. Mm. Point. Et puis tout le monde n'est pas prêt aussi pour l'impact qu'apportent aussi les manifestants. Ouais. Ouais. Je me suis demandé si c'était aussi amplifié peut-être avec notre profil 5-1. Oui. Parce que le 5 est de ce que je sais des profils, c'est vrai qu'on m'a toujours dit, en fait, c'est comme si tu étais derrière une fenêtre, tu as envie qu'on te voit, mais pas trop non plus, donc tu te recaches derrière. Et là, je pense que ouais, c'est d'autant plus difficile, je pense, pour les 5-1. Ouais. Mhm. Et puis, ouais, d'ailleurs, avec cette ligne 5 où il y a enfin, je trouve qu'elle est bien là aussi pour venir universaliser des concepts, venir rendre accessibles des choses plus digestes en fait au collectif. Et la ligne 1 vient appuyer ça avec le côté un peu scientifique, besoin de recherche, etc. Et justement, c'est de la matière pour pouvoir ensuite vulgariser certaines choses. Je trouve que peu importe le profil, je trouve que chez les manifestants, il y a vraiment à la fois, c'est un chemin très individuel parce que besoin de solitude, besoin de se couper des autres pour être dans son flot créatif, bien aligné à son chemin. Et à la fois, je trouve qu'il y a une dimension très collective de venir impacter le collectif avec justement ouvrir de nouvelles voies, avec le côté visionnaire. Euh, donc, je trouve que... Et en fait, t'adhères ou t'adhères pas, c'est pas grave. Moi, je sais que je suis poussée à lancer ça. Et je suis en fait mon élan et peu importe qui adhérera ou pas, et je sais que je dois le matérialiser dans le monde concret, quoi, en gros. Toi, Mélinda, la peur du rejet, du coup, t'as dit que oui, mais ça Oui. se... Ça a été plus dans ma vie perso. Après, oui, dans mon pro, effectivement, si j'ai personne, bah, maintenant je le vois plus comme bah, c'était pas le moment ou c'est OK. Mais au début, je me mettais la pression. Genre, bah non, mais ça sert à rien que tu lances un truc, il n'y a jamais personne. Donc ça, j'ai pris du recul. Après, il y a eu ma vie perso. Alors, j'ai pas envie d'en parler trop Hmm, ici, même, enfin voilà, mais j'ai fait des choix qui ont dérangé. pas de Euh, souci. j'ai eu des relations qui ont dérangé, mais que j'assume maintenant pleinement. Et ça m'a beaucoup aidé pour cette peur Ok. du rejet. Hmm, Donc, ok, ouais. ça marche. Eh ben, on va terminer avec, je vais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent plus sur le type du manifestor. De nous accepter comme nous sommes et de ne pas nous changer. Nous n'avons pas besoin de votre avis. Nous vous informons, mais on vous aime quand même. Ouais, je rejoins les filles. Vraiment, aucun conseil, s'il vous plaît. Et si on a quelque chose à partager, ça viendra de nous. On initiera et on mettra les choses en place nous-mêmes. Ouais. Hmm. Super. Acceptance, hein, plus, pas d'acceptance forcément, mais d'ouverture, que on fonctionne différemment et que c'est pas parce qu'on fonctionne différemment que c'est pas OK et que c'est pas aussi valable, je dirais. Hmm, tout à fait. C'est Ok. pas contre vous. C'est pas personnel. C'est énergétique. C'est énergétique. On n'y peut rien. C'est ça. Ok. Bah, merci beaucoup, Mélinda, Julie et Fanny, pour vos partages. C'était hyper précieux et c'est vrai que je vois les énergies qui sont différentes en fonction des tables rondes. J'aime bien. C'est très aligné à chaque fois au type. Donc, c'est cool. Eh ben, merci à vous. Je mettrai vos informations, ce que vous souhaitez que je partage dans la description de l'épisode. Je reviendrai vers vous après ça pour vous demander ce que vous voulez que je partage. Et comme ça, les gens pourront vous retrouver s'ils le souhaitent pour vous contacter. Voilà. C'est super. Merci Lolita. Merci. Merci à vous.